Dans sa quête pour vaincre la Russie, l'Union européenne a désormais commencé à sanctionner ses propres citoyens ainsi que ceux d'États tiers, comme mes compatriotes Nathalie Jump et Jacques Bourg. Mais que sont réellement ces sanctions dans le système juridique international? Pour nous aider à répondre à cette question, nous recevons la docteure Alexandra Hofer, professeure assistante de droit international public à la faculté de droit de l'Université d'Utrecht. Bienvenue Alexandra. Alexandra, welcome. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Thank you for saying yes to this because by now it's not Merci d'avoir accepté, car à ce stade, il n'est plus très clair si tu sais, apparaître en public et parler de manière critique des sanctions pourrait se retourner contre nous. Mais tu as dit que tu avais des observations et des informations à partager sur ce qu'est réellement le droit des sanctions et sur son fonctionnement. Quelle est la chose la plus importante à savoir sur le droit des sanctions? What is actually the most important thing to know about sanctions law? Eh bien, c'est une question immense, car bien sûr les sanctions prennent de très nombreuses formes, n'est-ce pas? Dernièrement, vous avez attiré l'attention sur le problème des personnes qui ont été visées essentiellement pour des propos qu'elles ont tenus. Nous parlerions donc des cas de Nathalie Jump, Jacques Bourg ou Hussein Drogo, je crois que c'était son nom de famille. Leurs avoirs sont gelés, ils n'ont plus accès à leur compte bancaire et ils ne peuvent plus voyager dans l'espace territorial de l'Union européenne. Ce type de sanctions serait donc encadré, disons, par le droit des droits de l'homme, car elles interviennent nécessairement dans l'exercice des droits fondamentaux de ces individus. Voilà, c'est donc un domaine du droit qu'il faudrait examiner. Mais on peut ensuite élargir la discussion et parler des ensembles de sanctions dans leur globalité, comme celles qui ont été adoptées contre la Russie, par exemple, et examiner dans quelle mesure cela est même compatible avec le droit international. Ainsi, si l'on parle de saisir des avoirs russes et de les transférer à l'Ukraine, est-ce compatible, par exemple, avec l'immunité des États concernant leurs biens? Il existe de nombreux domaines du droit qui entrent en jeu lorsque l'on parle de sanctions. Mais je pense que l'un des points essentiels du droit des sanctions est que c'est ce que l'on pourrait appeler une zone grise. Il est souvent très difficile de déterminer si ces mesures sont légales ou non. Et cela tient au grand nombre de domaines du droit international qu'elles peuvent concerner. À mon avis, le droit des sanctions est un exemple clair de, vous savez, droit souverain. Une entité souveraine qui détient le pouvoir et le contrôle sur un territoire revendique le droit d'interdire à d'autres d'utiliser ce territoire, ses biens ou ce qu'elle produit, n'est-ce pas? Oui, est-ce que cette compréhension est correcte? Oui, c'est tout à fait exact. Et en fait, c'était plutôt intéressant de regarder ton émission la semaine dernière, Pascal, parce que je t'ai vu apprendre en temps réel ce que sont les sanctions ou comment elles sont perçues d'un point de vue juridique. Je pense que l'un des aspects les plus contre-intuitifs, c'est que les sanctions, d'un point de vue légal, et peut-être même judiciaires, ne sont pas considérées comme des mesures punitives. Elles sont perçues comme préventives. Et d'un point de vue des droits humains, cela entraîne toute une série de conséquences, car cela peut justifier l'adoption de restrictions sévères sans audience, par exemple, ou sans qu'un organe indépendant examine les faits pour déterminer si, d'accord, c'est justifié. C'est donc une sorte de prérogative que détient le souverain, généralement pour protéger un intérêt public, quelque chose d'essentiel à l'État, contre, le plus souvent, un acteur étranger. Mais on peut élargir la notion de étranger. Quel type d'ingérence cet acteur exerce-t-il? Et ensuite, on peut en quelque sorte retourner cette logique vers l'intérieur, disons ce que nous semblons observer aujourd'hui avec la dernière série de sanctions.
Je pense que ce point est très important. Ces mesures sont censées être préventives, car l'une des justifications, par exemple, pour interdire l'espace aérien de l'Union européenne aux personnes figurant sur la liste des sanctions, est qu'elles représentent une menace imminente pour la sécurité nationale de l'Union européenne. Par conséquent, ces individus ne peuvent pas être autorisés à survoler le territoire européen. Cela semble bien sûr complètement fallacieux. Mais penses-tu que nous voyons maintenant comment cette manière très américaine de tout justifier, comme la sécurité nationale, s'infiltre dans l'espace juridique de l'Union européenne? Parce qu'au bout du compte, les sanctions sont une mesure qu'un organe d'État prend et déclare légale, n'est-ce pas? Parce que si elles ne l'étaient pas, elles pourraient être contestées. Ou alors, posons la question autrement. Pensez-vous qu'elles seront contestées? Et pensez-vous qu'il existe une instance juridique qui dirait « Non, vous ne pouvez pas faire cela ». D'accord. Donc nous parlons des sanctions contre Nathalie Young, par exemple, disons contre des individus. L'Union européenne est-elle réellement libre de sanctionner qui elle veut, sans restriction? Eh bien, c'est ce que je me demande, car en effet, lorsque l'UNMA ou le Conseil de sécurité de l'ONU ont commencé à adopter des sanctions contre les acteurs terroristes, surtout après le 11 septembre, l'UR a essentiellement suivi ce que faisait le Conseil de sécurité. Il semblait y avoir peu de contestation sur le fait que le terrorisme constituait une menace pour la paix et la sécurité internationale. La véritable difficulté était de savoir comment définir un terroriste, comment en identifier un. C'était donc déjà une question assez controversée. De plus, ces personnes étaient inscrites sans audience. Et auparavant, elles ne savaient même pas ce qu'elles avaient fait. Aucune information ne leur était donnée sur leur inscription, aucune déclaration de fait, rien, n'est-ce pas? Dans le cas de Jacques Boul, par exemple, il y a ce petit paragraphe l'accusant d'être un porte-parole de la Russie. Il est dit qu'il s'exprime sur des chaînes pro-russes et qu'il diffuse apparemment des théories du complot, n'est-ce pas? Il reçoit donc un résumé des motifs, mais il affirme qu'il est inexact. Il ira défendre cela devant le tribunal. Au départ, lorsque des individus étaient visés par le Conseil de sécurité de l'ONU, ils ne recevaient même pas ce petit résumé expliquant pourquoi ils étaient sanctionnés. Ils ont donc commencé à contester ces décisions. Et ce sont les tribunaux qui, pourrait-on dire, ont pris beaucoup de liberté dans leur interprétation des mesures du Conseil de sécurité de l'ONU. Normalement, le Conseil de sécurité de l'ONU est l'autorité suprême. S'il adopte des sanctions, il faut les appliquer. C'est en vertu de la Charte des Nations Unies, article 103. S'il existe une contradiction entre ce que le Conseil de sécurité vous demande de faire et toute autre obligation juridique, il faut suivre le Conseil de sécurité. Mais les tribunaux, et fait intéressant, les tribunaux de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, ont commencé à dire « Nous partons du principe que le Conseil de sécurité de l'ONU entend respecter les droits de l'homme. » Et en tout état de cause, l'Union européenne a ses propres préoccupations. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas tant la décision du Conseil de sécurité que la décision de mise en œuvre de l'Union européenne. Ainsi, ces tribunaux régionaux ont commencé à exercer une pression, dans ce cas sur l'Union européenne et ses États membres, concernant la manière dont ils mettaient en œuvre les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. Les États membres ont alors déclaré qu'ils étaient accusés d'avoir violé les droits de l'homme. Ils se sont donc adressés au Conseil de sécurité de l'ONU en disant qu'il fallait réformer le processus car ils étaient critiqués pour ne pas respecter les droits de la défense. Je vous donne peut-être une réponse un peu longue, mais l'idée est qu'au départ, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient.
Puis les tribunaux sont intervenus et ont commencé à dire qu'il fallait respecter certains mécanismes. Il fallait au moins accorder aux individus le droit de réexaminer leur inscription et de la contester. Au début, je pense que la Cour de justice de l'Union européenne, et peut-être nous aussi, avions une certaine confiance dans le mécanisme inspiré par les juridictions européennes. Mais peu à peu, le Conseil de l'UQMR est devenu de plus en plus créatif avec ses sanctions, surtout maintenant qu'il commence à sanctionner des acteurs pour manipulation et ingérence étrangère dans l'information. C'est ce type de liste de sanctions sur laquelle figurent Jacques Beau et Nathalie Young. Nous nous éloignons donc du ciblage des menaces terroristes ou des sanctions contre un État agresseur ou un État responsable de violation des droits de l'homme. Et même si les personnes inscrites vont contester leur inscription, et je l'espère, la difficulté à laquelle elles pourraient se heurter est que, jusqu'à présent, Déférent, c'est-à-dire qu'ils se contentent de se fier à ce que dit le Conseil. Sous bien des aspects, ils donnent essentiellement au Conseil une grande liberté pour inscrire à peu près qui ils veulent. Ce que font les tribunaux, en substance, c'est vérifier les faits avancés par le Conseil. Par exemple, si vous avez été inscrit parce que vous êtes un important homme ou femme d'affaires en Russie, vous ne pouvez pas vraiment contester le bien fondé de cette approche du Conseil. C'est-à-dire s'il est juste pour eux de cibler les grands acteurs économiques. Il y a derrière cela une présomption selon laquelle, si vous êtes un important homme ou femme d'affaires, vous contribuez d'une manière ou d'une autre, même indirectement, à la guerre d'agression menée par la Russie. Vous ne pouvez donc pas contester cette présomption de fond. Vous ne pouvez qu'argumenter que vous n'êtes pas un important homme ou femme d'affaires. Désolé, je ne le savais pas. Cela rend les choses encore pires. Si le Conseil de l'UQMR disait « Nous visons Jacques Ball parce que c'est un homme de 70 ans », alors la seule défense qu'il aurait serait de dire « Non, en fait, je suis une femme de 70 ans ». Mais il pourrait aussi dire « Écoutez, cela n'a aucun sens que vous m'ayez sanctionné pour cela ». J'ai 71 ans maintenant, tu sais, mais OK. Ouais, OK. Mais non, c'est une blague. Donc, les tribunaux acceptent simplement ce pourquoi ils sont sanctionnés. Ils vérifient seulement la véracité de cela, pas si c'est justifié. C'est contre eux, donc je pense que maintenant le Conseil pousse un peu trop, non? Je veux dire, oui, c'est comme jusqu'où peut-on aller? Et c'est parce qu'au début, le Conseil perdait pas mal d'affaires, simplement parce qu'il ne fournissait pas les preuves nécessaires pour justifier pourquoi la personne était inscrite. As-tu un dossier, un exemple d'affaires qu'ils ont perdu? C'est dans ma tête. Désolé, j'ai pas de monde smart. Eh bien, récemment, il y en a eu deux. Ceux dont la presse a parlé étaient deux oligarques russes, Aven et Friedman, et le Conseil a été sommé de les retirer de la liste parce qu'il n'a, en substance, pas pu fournir de preuves justifiant les raisons pour lesquelles ils y figuraient. Hum. Et donc, c'est un peu comme si le tribunal avait dit « Eh bien, vous ne nous fournissez pas assez de preuves pour justifier vos propres motifs, donc vous devez les retirer de la liste. » Mais ensuite, le Conseil a simplement modifié ces critères d'inscription et les a réinscrits. Ils les ont réinscrits avec une justification différente et maintenant, ils sont de nouveau sur la liste. Donc, même si l'on vous ordonne de retirer quelqu'un de la liste, dès que vous modifiez ce petit paragraphe, tout recours devant la CJUE devient pratiquement inutile. Je veux dire, donc disons que je ne veux pas.
Mais c'est pour ça que je pense que les avocats représentant ces personnes doivent vraiment prêter attention à la manière dont la Cour générale examine les sanctions et aussi être conscient qu'elle a tendance à accorder beaucoup de pouvoir au Conseil. C'est l'un des problèmes parce qu'elle a été, disons, plutôt indulgente en acceptant les listes du Conseil. Et je pense aussi que c'est parce que les tribunaux peuvent se dire eh bien, c'est pas à nous de remettre en cause le Conseil, puisque c'est un domaine de politique publique et qu'ils poursuivent un objectif légitime, non? L'objectif du Conseil est de mettre fin à une guerre d'agression. Et ce sont les outils qu'il a décidé de mettre en œuvre. Un autre problème, Il est simplement important de garder cela à l'esprit. Ce n'est pas un processus fondé sur une violation de la loi. C'est un processus fondé sur des objectifs politiques. Et la CJUE admet que les objectifs politiques du Conseil ne sont pas vraiment contestables. La seule chose qui puisse être remise en question, c'est de savoir si le fondement de ce qu'ils affirment existe réellement. oui, d'accord. Donc je pense que c'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'être critique et d'attirer l'attention sur le fait que, bon, d'accord, nous avons accompli quelque chose il y a 20 ans avec l'inscription au Conseil de sécurité de l'ONU, mais nous commençons à avoir nos propres problèmes. Parce que si le Conseil a autant de pouvoir pour décider qui ajouter à la liste et que la révision est un peu, vous savez, bon, on vérifie les faits. Bien sûr, on veut s'assurer que c'est exact et ainsi de suite, mais vous savez, on interfère avec les droits des individus. Et il me semble simplement que parfois, le lien entre les personnes visées et l'action à laquelle le Conseil veut répondre est absent. Donc, par exemple, tu sais, avec les violations des droits humains en Syrie, les individus eux-mêmes sont souvent très éloignés de ce qui se passe réellement. Mais c'est un peu comme si le système fonctionnait sur des suppositions, sur des présomptions. Comme je l'ai dit, prenons l'exemple d'un homme d'affaires, ou bien tu es un membre de la famille de quelqu'un, et à partir de là, je peux penser que tu es associé à cette personne. Par conséquent, en te sanctionnant, d'une certaine manière, j'exerce une pression sur le régime dont je veux changer le comportement. Oui. Et je pense que quand on parle du fait que les droits humains des individus sont restreints, on se demande s'il y a un objectif légitime. Très souvent, c'est le cas, d'accord. Mais il faut aussi vérifier si la restriction imposée à l'individu est proportionnée. Est-ce que ce n'est pas une restriction excessive, une charge trop lourde? Et la Cour a essentiellement dit que compte tenu de l'importance de l'enjeu, c'est proportionné. Je n'ai pas vu d'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne où l'on procède réellement à ce que je considérerais comme un examen approfondi de la proportionnalité pour les personnes concernées qui ont été sanctionnées. D'accord, c'est une information très importante, car cela m'indique que porter ces affaires devant la Cour de justice de l'Union européenne est d'un côté important en tant que démarche de contestation, mais que de l'autre, cela a peu de chances d'aboutir à une radiation définitive de ces personnes si les responsables politiques au pouvoir ne le souhaitent pas. Cela m'amène donc à la question suivante, les droits de l'homme. Parce que nous avons des instances qui pourraient s'en saisir. Le plus grand défi, en général, pour un organisme de défense des droits de l'homme, qu'il soit au sein de l'ONU ou en dehors, est qu'il faut d'abord épuiser tous les recours nationaux. Mais si cela se confirme, que la CJUE est en réalité pratiquement impuissante à vraiment les radier, alors il y aurait un argument solide pour dire « Nous avons déjà épuisé toutes les voies de droit interne. S'il vous plaît, Conseil des droits de l'homme de l'ONU, saisissez-vous de l'affaire, ou bien le tribunal que vous jugez le plus approprié dans le domaine des droits de l'homme. »
Oui, eh bien, c'est là que nous entrons dans un autre domaine délicat du droit international, car c'est l'ULE-ERM qui adopte les mesures restrictives. Donc on invoquerait la responsabilité de l'ULE-ERM. Le problème, c'est que l'UE n'a pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. L'UE, en tant qu'organisation, est censée le faire, mais pour l'instant, elle ne dispose que de la charte de l'UE. Nous avons la charte européenne des droits fondamentaux, mais la Convention elle-même, l'UE ne l'a pas ratifiée. Et cela tient à certaines questions constitutionnelles au sein même de l'UE. L'UE n'est pas non plus partie au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Donc, je pense que ce serait difficile. Quel est le troisième pilier des traités relatifs aux droits de l'homme? Oui. Oui. Donc, vous savez, il serait difficile d'invoquer la responsabilité de l'UE et de dire que l'UBAMO viole le droit des droits de l'homme simplement parce que l'UE ne les a pas ratifiés. Ce serait intéressant de voir si l'on pourrait, j'aimerais explorer cela avec mes collègues en droit de l'Union européenne, voir, d'accord, est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire? Parce que je ne pense pas, personnellement, que ce soit suffisant pour ces personnes qui ont été inscrites sur la liste. Je ne pense pas qu'il leur suffise simplement de contester leur inscription devant la CJUE. Je pense vraiment qu'une autre action est nécessaire. Et bien sûr, vous savez, nous organiser, recueillir des informations, partager des informations, faire du plaidoyer, faire appel devant le Parlement européen, tout cela est important. Je me demande s'il existe une possibilité pour les personnes intéressées, pour les citoyens de l'UPOIEN qui sont préoccupés, de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Finalement, ils devraient probablement d'abord s'adresser à leur juridiction nationale et dire « Écoutez, il y a un problème manifeste avec cette décision du Conseil qui entrave, par exemple, la liberté d'expression. » Et vous savez, ce qui est intéressant avec la Cour de justice de l'Union européenne, c'est qu'on lui demande parfois d'appliquer le droit des droits de l'homme ou le droit international en général. Et parfois, son raisonnement peut être extrêmement insatisfaisant et frustrant pour les personnes expertes dans ce domaine du droit international. Il y a donc eu une affaire où des médias russes avaient été sanctionnés sur le territoire de l'Union européenne. RT France, la branche française de RT, a contesté son inscription sur la liste. Elle a immédiatement saisi le tribunal de l'Union européenne, faisant valoir qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté d'expression et d'information, d'une ingérence disproportionnée et ainsi de suite. Mais le tribunal a confirmé l'inscription de RT France sur la liste. And the court upheld the listing of RT France. Said, okay, yes, there's been an intervention in this case with the freedom of Ils ont dit, d'accord, oui, il y a une atteinte à la liberté d'expression et d'information dans cette affaire, mais elle est justifiée. Et puis oui. Eh bien, je suis tombée sur un article rédigé par deux collègues. L'un est maintenant à Amsterdam et l'autre est professeur émérite à Gand. En substance, dans cet article, ils exprimaient leur frustration face à la mauvaise application par le tribunal de la jurisprudence relative à la liberté d'expression. En gros, le tribunal a accepté l'argument du Conseil selon lequel le problème de RT France était, je ne sais pas, la diffusion de propagande russe, et que, compte tenu de l'urgence de la situation, ça s'est produit juste après le déclenchement de la guerre, et des intérêts en jeu, il s'agissait d'une atteinte justifiée, et ainsi de suite. Donc, en gros, quand j'ai lu le jugement, je me suis dit, eh bien, si c'est ce que le tribunal général est prêt à accepter, alors, en somme, le Conseil peut décider que n'importe qui fait des déclarations contraires aux objectifs qu'il souhaite poursuivre et l'inscrire sur une liste. Puis j'ai trouvé un article affirmant que le tribunal général n'avait pas correctement appliqué la jurisprudence, en particulier celle de la Cour européenne des droits de l'homme, en matière de liberté d'expression. Car, dans les affaires que le tribunal général de l'Union européenne examinait, ce que la Cour avait omis de prendre en compte,
c'est qu'il y avait toujours un autre organisme de régulation indépendant chargé de vérifier les informations diffusées. That was reviewing the information that was being broadcasted. And here in the case of RT France, well, it's the Et ici, dans le cas de RT France, eh bien, c'est le Conseil de l'Union européenne, un organe exécutif d'une institution politique, qui décide que certains discours ou certaines informations ne doivent pas être partagées. On a donc déjà un problème, car cela n'est pas conforme aux droits des droits de l'homme. Peut-on vraiment donner autant de pouvoir à l'exécutif pour décider à quel moment une information est considérée comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou autre chose? C'était, je dirais, une nuance que le tribunal général n'a pas prise en compte dans son évaluation dans l'affaire RT France contre Conseil. When it was giving its assessment in RT France versus Council. En somme, ce raisonnement juridique semble également céder largement à la logique de l'exécutif de l'UB Moore. Si l'exécutif affirme que c'est ainsi, alors nous, en tant que Cour, acceptons que cela doit être le cas. Par conséquent, nous confirmons de telles décisions. Je veux dire, au final, on en vient un peu à cette conclusion. Bien sûr, ils donnent une raison pour expliquer ce qui soutient leur conclusion. Ce n'est pas simplement du genre « Oh, eh bien, nous avons décidé d'être d'accord avec le Conseil ». Il y a un raisonnement derrière, mais ce n'est pas forcément un raisonnement très solide, ni un qui satisferait quelqu'un de familier avec ce domaine du droit, disons. Laissez-moi vous poser une question. J'ai eu ce matin une conversation avec le professeur David Gibbs de l'Université d'Arizona, et il a souligné que dans le cas des États-Unis, il y a toujours la Constitution. Et la Constitution américaine, avec ses amendements, est en réalité très solide pour la protection des libertés civiles. La question est toujours celle de l'applicabilité. À qui s'applique-t-elle et à qui non? Uniquement aux personnes blanches ou aussi aux personnes noires. Vous savez, cela évolue avec le temps. Mais les garanties inscrites dans la Constitution sont très fortes. Pour l'Union européenne, avons-nous un document fondamental similaire auquel nous pourrions nous référer et dire « Regardez, vous devez accorder cela. La CJUE, cette pièce de droit fondamental, prime sur ces décisions exécutives. » Oui, eh bien, nous avons la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, normalement, les droits de l'homme sont applicables dans l'ordre juridique de l'UE et les agences et organes de l'UE doivent respecter les droits de l'homme. D'accord. Toute la question est de savoir si lorsqu'ils interfèrent avec l'exercice des droits de l'homme, cela peut être justifié. Et dans le cas de mesures restrictives, ils ont accepté d'imposer des restrictions. En général, ils procèdent à un examen, disons des faits, et ainsi de suite. Mais je ne sais pas vraiment à quel point c'est satisfaisant. Et puis l'autre problème, bien sûr, comme nous l'avons mentionné au début, c'est que nous n'avons pas affaire à une procédure judiciaire traditionnelle. Vous savez, il s'agit d'un organe exécutif qui a adopté une restriction. Ensuite, nous discutons pour savoir si elle est suffisamment justifiée ou non. Et comme je l'ai dit, en raison de la nature de la décision, les tribunaux ont tendance à accorder beaucoup de pouvoir au Conseil. Maintenant, je me demande, dans le cas de Jacques Vaux, par exemple, comment ils vont interpréter un porte-voix russe. Je ne sais même pas vraiment ce que cela signifie. Ce mot figure dans la classification. Porte-parole, oui, un porte-parole russe. Je ne sais pas si je peux le trouver ici sur mon écran. Oui, alors, as-tu réellement vu la décision toi-même? Oui, c'est ça. Je me souviens plus de la formulation exacte. Oui, donc Jacques Baud, un ancien colonel de l'armée suisse et analyste stratégique, est un invité régulier des émissions de télévision et de radio pro-russes. Il sert de porte-parole à la propagande pro-russe et diffuse des théories du complot.
Oui, je veux dire, ils le formulent comme ça, pour ne pas avoir à dire qu'il est payé ou quelque chose du genre par le Kremlin, ce qu'ils ne pourraient pas prouver. Non, exactement. Parce que ce n'est pas vrai. Mais porte-parole n'est pas défini, n'est-ce pas? Donc, es-tu un porte-parole si tu répètes une phrase prononcée par Vladimir Poutine? Évidemment, oui. Et je ne sais pas, enfin, Jacques Baud ne se définit pas comme pro-russe ou pro quoi que ce soit. Il donne simplement son analyse et j'imagine qu'elle est assez critique envers l'ULPMEB et l'OTAN et apparemment, pour cette raison, on le considère comme un porte-parole. Oui. Et encore une fois, ce qui est révoltant dans tout cela, c'est qu'aucun de ces actes n'est réellement illégal. Ils ne le sont pas, mais ils n'ont pas besoin d'être illégaux pour que le Conseil de l'UEMM le sanctionne. Ils peuvent être parfaitement légaux. C'est tout l'enjeu. Je veux dire, si vous faites partie des bureaucrates qui s'en occupent, le côté amusant, c'est que vous pouvez définir n'importe quoi comme indésirable et agir en conséquence, que vous ayez une législation pour le faire ou non. Whether you've got legislation for this or not. Oui. Eh bien, ils ont la législation, non? Donc, ils sont autorisés à faire ce que les traités de l'UNOMM leur permettent de faire. Ils ont une sorte de procédure et ensuite, tu vois, ils décident un peu comment l'appliquer. Et oui, je pense qu'on arrive à un point où il faut une discussion sociale plus large. Par exemple, voici ce que le Conseil peut faire avec ses sanctions, non? Voici à quel point les procédures devant la Cour peuvent être insatisfaisantes. Ces citoyens doivent bien. Où pourrait-on contester le pouvoir d'imposer des sanctions? Comment pourrait-on remettre en cause de manière fondamentale le droit de l'UEBR d'imposer des sanctions, non seulement à ses propres citoyens, mais aussi à des individus en général? Existe-t-il un tribunal qui pourrait examiner une plainte à ce sujet et décider que l'UEBR n'a pas le droit de le faire? Je ne pense pas qu'ils seraient en mesure de le rendre illégal pour l'Union européenne. Je suis curieux de savoir si des personnes intéressées peuvent réellement contester la décision du Conseil qui leur donne le pouvoir d'adopter des sanctions contre ce qu'ils appellent la manipulation et l'ingérence de l'information étrangère. Donc, pas seulement une inscription spécifique, mais la décision dans son ensemble. Oui. Et dire, vous savez, que cette décision est très problématique parce qu'elle laisse la place à des abus et à une application arbitraire des restrictions selon les caprices du Conseil. Je me demande si les citoyens peuvent contester cela. Je sais qu'il est généralement possible de contester les décisions du Conseil, mais encore une fois, en raison de la nature de ces décisions, nous parlons ici de sanctions de l'UEMG ou de mesures restrictives comme l'UEB les appelle. Je ne sais pas s'ils l'autoriseraient. Peut-être. Je ne sais pas. C'est l'une des choses que je veux explorer avec mes collègues en droit européen. Comme, d'accord, quelles sont les voies disponibles pour contester ces mesures quand elles vont clairement très loin dans ce cas. Mais je me demande aussi si nous sommes vraiment conscients des conséquences de ce que signifie vivre sous sanction. Je veux dire, je pensais la même chose. Je crois que tu as terminé un de tes podcasts en disant qu'en prison, on est mieux traité. Parce qu'ils te donnent à manger. Ils doivent t'héberger. Tu n'as pas à t'inquiéter de la satisfaction de tes besoins essentiels. Mais je me demande alors, dans quelles circonstances est-il réellement acceptable de sanctionner quelqu'un? L'idée, à l'origine, était d'empêcher les acteurs terroristes d'agir. On peut donc imaginer le gel des avoirs de personnes sur le point de commettre un acte terroriste. Mais il faut tout de même être certain que c'est bien ce que ces individus avaient l'intention de faire. Et si, par exemple, tu gèles préventivement leurs avoirs,
tu t'attendrais à une forme de révision pour t'assurer que tu as bien visé la bonne personne, et ainsi de suite. Certaines personnes peuvent être inscrites sur ces listes indéfiniment. Et cela doit se faire par le biais du processus judiciaire. Je veux dire, le Parlement doit adopter une loi sur la lutte contre le terrorisme, sur la prévention du terrorisme. Ensuite, les personnes qui souhaitent l'appliquer à quelqu'un doivent saisir le tribunal et dire « Cette personne que nous avons identifiée doit être soumise à des restrictions ». Le tribunal doit alors rendre cette décision. Cela passe donc par un processus de révision et peut être contesté par la personne concernée. Vous êtes dans le tribunal, vous êtes dans le système judiciaire. Mais encore une fois, nous sommes en dehors du système judiciaire. Le système judiciaire, la CJUU, n'y est en réalité qu'attaché, comme une sorte d'annexe à la décision déjà prise. Eh bien, oui, je veux dire, quelqu'un pourrait écouter ce que je dis et dire « Tu sais, Alexandra, tu es vraiment injuste envers la Cour. » C'est juste qu'en lisant cette jurisprudence et en regardant comment ils évaluent ces sanctions, voilà ma première impression, les conclusions auxquelles je suis arrivée. Et je pense que c'est un système vraiment insatisfaisant. Et puis, si tu regardes sur le site web de l'Union européenne, l'une de leurs nombreuses pages où ils expliquent les sanctions, comme tu l'as mentionné, il y a un paragraphe disant qu'elles respectent le droit international, les droits de l'homme, et ainsi de suite. Ils disent aussi que les sanctions sont temporaires et que l'idée est qu'elles soient réexaminées. Je serais curieuse de savoir comment le Conseil procède réellement à cet examen. Parce qu'on pourrait penser que si certaines personnes restent inscrites pendant une période extrêmement longue, on finirait par se demander, d'accord, y a-t-il encore un sens, une raison à maintenir cette personne sur la liste? Il y a aussi la question de l'objectif réel des sanctions. Par exemple, si l'on prend Jacques Beau, disons, que doit faire Jacques Beau pour que le Conseil le retire de la liste? Doit-il changer de comportement? Doit-il cesser d'apparaître sur des chaînes dites pro-russes, alors qu'on ne sait même pas vraiment ce que sont ces chaînes pro-russes? Est-ce qu'en gros, il devrait simplement arrêter de participer à des chaînes YouTube pour y partager ses analyses? Il ne communique pas clairement sur ce qui doit être modifié pour qu'une personne soit retirée de la liste. Eh bien, c'est tout le problème avec ça. C'est totalement arbitraire. Et le plus fou, c'est qu'il existe un mécanisme de révision. Je veux dire, officiellement, tous les 6 mois, le Conseil examine s'il souhaite prolonger les sanctions. Et tous les 6 mois, il décide que oui. Donc devant la CJUU, ils peuvent dire « Non, 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 il y a un mécanisme de révision. Nous avons un mécanisme de révision. » C'est un mécanisme automatique, mais cela reste un mécanisme. Et en fait, cela coche bien cette petite case sur la feuille de calcul. Oui, donc on peut dire que c'est un peu comme cocher des cases pour la forme, tu vois? Oui. Est-ce que j'ai des faits? Oui, j'ai des faits. Est-ce que j'ai un objectif légitime? Oui, j'ai un objectif légitime. Est-ce que c'est temporaire? Oui, ça l'est. Et ainsi de suite. Donc oui, je pense que... Désolé, je dois juste poser la question, parce que ce que je me demande, c'est comment comment ce régime pourrait-il être contesté? Et par régime, je veux dire le régime de sanctions, n'est-ce pas? Parce qu'à ton avis, existe-t-il une autre voie par les États membres? Par exemple, disons, regarde, Jacques Beau est à Bruxelles, n'est-ce pas? Bruxelles, ces sanctions contre moi constituent une atteinte à mes droits humains. Veuillez ordonner au gouvernement belge de ne pas appliquer ces sanctions. Oui, ce serait intéressant. C'est ce que nous avons vu avec ces sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU. En gros, la pression a commencé à s'exercer sur les États qui les mettaient en œuvre. Maintenant, la question, encore une fois, c'est celle de la responsabilité.
L'idée, c'est que les sanctions de l'UME relèvent d'une compétence exclusive de l'Union. Et lorsque le Conseil adopte une décision, un règlement d'exécution est immédiatement adopté et il est directement applicable dans tous les États membres. Et c'est automatique. Je veux dire, les États membres ont déjà, auparavant dans les traités, probablement le traité de Lisbonne, accepté la mise en œuvre des décisions du Conseil, n'est-ce pas? Par conséquent, puisque c'est une décision du Conseil, elle doit être mise en œuvre, non? Oui, et il y a la réglementation qui l'accompagne, donc elle doit être mise en œuvre. Mais la question est de savoir si les préoccupations relatives aux droits de l'homme, si un tribunal estime qu'il y a effectivement des préoccupations en matière de droits de l'homme, pourrait l'emporter sur le... Oui, c'est ce que je me demande. S'il pourrait y avoir une forme de... Je veux dire, je ne dis pas que ce serait couronné de succès, mais ce serait au moins une manière de, je ne sais pas, d'activisme judiciaire peut-être, pour dire, écoutez, il y a un problème ici. Je ne sais pas. Bien sûr, on ne sait jamais comment un tribunal national traiterait la question. Il pourrait très bien dire, eh bien, vous savez, c'est évidemment une question relevant de l'UOMERO. Mais cela pourrait, selon la manière dont c'est présenté, si l'on met vraiment en avant la question des droits humains en jeu, permettre d'attirer l'attention sur le sujet. Cela me ramène un peu à la façon dont les sanctions ont été contestées par les tribunaux nationaux et régionaux il y a 25 ans, et peut-être que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation similaire, mais au niveau de l'UBRE plutôt qu'au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je pense que oui, ce serait intéressant, la façon dont cela a été mis en œuvre. Mais l'idée, bien sûr, dans le cas de Jacques Bou, c'est qu'il doit demander l'autorisation, par exemple, au gouvernement belge pour accéder à certains fonds afin de subvenir à ses besoins essentiels, n'est-ce pas? C'est la même chose pour Hussein à Berlin. Il doit demander l'autorisation à sa banque en Allemagne pour obtenir des fonds afin de payer son loyer ou d'acheter de la nourriture de base. Donc je ne sais pas si cela est considéré comme suffisant pour respecter ces droits humains. Mais bien sûr, vous savez, le problème plus large, c'est que ces personnes sont inscrites sans que personne ne vérifie vraiment si les faits sont exacts. Ce que je trouve assez problématique, c'est que le Conseil est en gros autorisé à dire ce qu'il veut sur quelqu'un, et cela n'a aucune importance. Je veux dire, bien sûr, devant la CJU, on peut contester cela, dire d'accord, ce n'est pas vrai, et ainsi de suite. Mais dans une certaine mesure, le mal est déjà fait. Si vous pensez à Jacques Bou, cela affecte par exemple sa réputation. Il veut être analyste et tout à coup, il est accusé de diffuser des théories du complot. Oui, même si je suis presque sûr que les implications juridiques sont bien plus lourdes. Je veux dire, même ces livres sont désormais interdits dans l'UOMERO. Non, ils ne peuvent plus être vendus. Ces éditeurs ne peuvent plus les publier. En gros, on devient une non-personne, ce qui est vraiment horrible. Mais c'est pour ça que je me demande, tu vois, le problème pour moi, c'est qu'il est clair que ces sanctions, surtout contre des individus, sont une mesure politique assez draconienne qui, malheureusement, à force de loi devant l'UTRO et en son sein, à cause de la manière dont l'Union est construite. Alors je me demande s'il existe une méthode créative pour réparer ces dégâts aussi ingénieusement qu'ils ont été causés. Par exemple, que se passerait-il si un État disait « D'accord, nous allons donner à ces personnes un passeport diplomatique ». Non, ils ont le droit de faire ça. S'ils avaient un passeport diplomatique, est-ce que cela changerait quelque chose? La Convention de Vienne entrerait-elle en jeu? Et est-ce que cela leur donnerait un moyen d'échapper à ce qui se passe? Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans la décision du Conseil elle-même, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de la décision ou du règlement,
Il existe une exemption pour les personnes titulaires de passeports diplomatiques. L'idée est que les États membres de l'UE ne peuvent pas être contraints de violer leurs obligations internationales, par exemple en vertu du droit diplomatique et consulaire. Qu'est-ce que c'est Mogers? Eh bien, je pense que par exemple, Sergei Lavrov a été inscrit sur la liste. D'accord. Mais je ne pense pas qu'il l'ait imposé. Il faut que je vérifie. Je ne crois pas qu'ils aient imposé une interdiction de voyager. Donc, je pense que cela signifie essentiellement que l'UPMOF ne veut pas interférer avec sa fonction de ministre des Affaires étrangères en l'empêchant de se rendre là où il doit aller pour participer à des négociations ou autres. Okay. D'accord. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Quoi qu'il en soit, c'est une question sur laquelle le Conseil se prononcerait probablement au cas par cas, car en réalité, ces sanctions sont distinctes, n'est-ce pas? Les sanctions d'interdiction de voyager et les sanctions financières figurent dans le même document, mais elles sont considérées comme des éléments séparés dans cette législation. Eh bien, il y a un article qui dit que vos avoirs sont gelés et un autre article dans cette décision qui dit que vous ne pouvez pas voyager. D'accord, d'accord. Mais par exemple, du point de vue suisse, il serait intéressant qu'ils veuillent, quel serait le terme, exercer la protection diplomatique de leurs ressortissants qui ont été sanctionnés en disant « Écoutez, vous violez les droits humains de mes ressortissants ». Ce serait intéressant. Bien sûr, ça dépend de la volonté politique en Suisse de le faire car ils n'y sont pas obligés. Il pourrait aussi être intéressant qu'il y ait des choses qu'ils auraient pu faire pour leurs ressortissants et qu'ils n'ont pas faites. Et que Nathalie Jam ou Jacques Beau, par exemple, poursuivent le gouvernement suisse en disant « Vous n'avez pas protégé mes droits humains ». Alors, le tribunal pourrait faire pression sur la Suisse en disant « Eh bien, vous auriez dû soulever cette question ou vous aviez la possibilité de la soulever devant le Conseil de l'UMER et vous ne l'avez pas fait ». C'est donc une autre manière de procéder. Oui. Vous savez, en Suisse, nous avons la possibilité de lancer une initiative populaire qui, si nous recueillons suffisamment de signatures, devient un référendum. Cela nous permet d'ajouter des dispositions à la Constitution. Nous pourrions donc y inscrire que si une personne est sanctionnée, le gouvernement doit lui accorder ce type de protection. Mais c'est un processus qui prendrait entre 3 et 5 ans et qui est loin d'être garanti. Je me demande simplement quelles autres voies nous pourrions envisager, car je crains que le régime de sanctions que nous voyons aujourd'hui ne soit que le début. Je serais surpris que ce soit la fin, enfin, ce serait une très agréable surprise. Mais il dispose désormais de cet outil. Du point de vue de l'Union européenne, c'est un instrument extrêmement pratique. On peut l'utiliser contre n'importe qui et n'importe quoi. As-tu suivi le convoi de la liberté au Canada en 2022? Oh oui. Te souviens-tu de la façon dont le gouvernement canadien a réagi face aux manifestants et aux individus, pardon? Ils ont immédiatement gelé leur compte bancaire. Ils ont gelé leur compte, oui. Non, tu vois. Je veux dire, si quelque chose, tu sais, comme la pandémie de coronavirus et maintenant la guerre en Ukraine, ces événements ont vraiment mis fin à l'idée que l'État-nation n'a plus beaucoup d'importance. Au bout du compte, les gouvernements des quelques 190 ou 200 pays que nous avons sur Terre, ce sont eux qui décident. Et malheureusement, nous luttons encore sur le terrain pour comprendre comment nous protéger de nos propres dirigeants, ceux qui prennent les décisions. En Allemagne, par exemple, la loi fondamentale est censée être une loi protégeant l'individu contre le législatif et l'exécutif également. Mais elle ne fonctionne pas correctement. Sinon, je dis que Dogu serait protégé, mais il ne l'est pas.
Yeah. Yeah, so I think that's what Oui, oui, donc je pense que c'est ce qui est le plus important. À mon avis, nous, le peuple, disons « écoutez, désolé, mais nous ne voulons pas vivre dans ce genre de société ». Et je pense que c'est une bonne chose que cette sanction, et d'autres bien sûr, puissent servir un objectif plus large, nous rappeler « attention ». Il faut être prudent face au pouvoir en place et à la manière dont ils peuvent être utilisés contre nous. Je suis curieux de voir. Je t'ai mentionné qu'il y a maintenant des universitaires russes qui ont été inscrits sur la liste. Et encore une fois, si tu lis la déclaration des motifs, c'est d'accord, ils sont accusés d'avoir des liens pro-russes, pro-Kremlin. Je n'ai aucune idée dans quelle mesure c'est vrai. Encore une fois, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Mais ensuite, la raison de leur inscription, c'est qu'ils disent que la Russie réagit à l'expansion de l'OTAN, que la Russie défend en quelque sorte ses intérêts devant l'Occident, et ainsi de suite. Russia is basically defending its interests against the West, so on and so forth. So any type of analysis that actually isn't that Donc, uncommon, ce type d'analyse n'est en réalité pas si rare. On peut en trouver parmi des universitaires qui ne sont pas uniquement russes. Et ces personnes ont été sanctionnées. Ce n'est pas qu'on les accuse de diffuser de la désinformation ou d'inventer des choses. Elles sont inscrites sur des listes pour avoir fourni leur propre analyse et interprétation d'une situation qui pourrait être valable sur la base des faits. Je suis donc très curieux. Je ne sais pas. J'espère que ces personnes contesteront leur inscription, car elles sont également décrites comme des analystes, par exemple. Ce n'est pas qu'on les qualifie d'acteurs de propagande ou quoi que ce soit de ce genre. Elles sont spécifiquement sanctionnées en raison de leur position dans le milieu universitaire russe. Oui, mais la question c'est, où peut-on le contester, n'est-ce pas? Quels tribunaux pourraient avoir un impact concret ou quel type de traité pourrait être utilisé de manière créative pour saper cela? Autre chose, l'UE a-t-elle déjà accepté une forme d'arbitrage sur de telles questions? Parce qu'il existe ce fameux traité, le traité de Washington, selon lequel une sentence arbitrale peut être appliquée dans pratiquement tous les États membres, c'est-à-dire presque partout. Je me demande simplement quelle serait la meilleure façon d'éliminer le pouvoir draconien sous-jacent qui permet cela. Eh bien, je ne pense pas que, si nous le voulions, les tribunaux seraient utiles, mais je crois que la manière la plus efficace de le faire serait par nos propres actions en tant que citoyens, vous savez, par les moyens qui nous sont accessibles. Je pense que nous avons le Parlement européen. Je sais, Michael van der Schulenburg, oui. Oui, mais il disait que beaucoup de ses collègues ne sont pas vraiment dérangés. Ils sont d'accord avec ça, c'est bien là le problème. Je pense qu'ils ne s'en inquiètent pas pour l'instant, mais tu sais, il faut voir ce qu'on peut faire pour attirer l'attention sur ces questions. Je sais qu'il y a des collègues dont j'ai parlé qui ont écrit cet article sur la mauvaise application par le tribunal général des règles encadrant la liberté d'expression. Donc, je pense que ce genre d'acteur est nécessaire pour leur dire « Eh bien, c'est vraiment dangereux ». Évidemment, le problème, c'est qu'on est dans ce contexte lié à la Russie, tu vois. Les gens sont prêts à accepter beaucoup de restrictions à cause de la Russie ou de n'importe quel autre mauvais acteur qu'on est censé combattre en ce moment. Mais ensuite, bien sûr, la question est, quand cela sera-t-il appliqué dans d'autres situations? Et comment les gens réagiront-ils alors s'ils se rendent compte jusqu'où cela peut aller? Je veux dire, ce qui est triste dans tout cela, c'est que nous avons déjà des personnes qui ont été sanctionnées pour des raisons complètement différentes. Nathalie Yamb, parce qu'elle est une militante anticoloniale en Afrique, et Hussein Dourou, parce qu'il est un militant pro-palestinien. C'est très clair dans les listes. Donc cet outil a déjà été utilisé, il a déjà été appliqué en dehors du contexte russe.
Alors maintenant, je veux dire, tout le monde peut devenir une cible pour n'importe quelle raison, simplement parce qu'il ou elle aurait contrarié quelqu'un, probablement quelqu'un de puissant. Je sais qu'Emmanuel Macron connaît le nom de Nathalie Yamb et qu'il la déteste beaucoup à cause de ses activités. Mais c'est justement cette nature arbitraire de l'outil qui est si problématique et qui doit être traitée d'une manière ou d'une autre. Mais à ton avis, cela doit probablement être réglé par une action politique et non pas, enfin, on ne peut pas s'en débarrasser par des mesures judiciaires. Pas seulement. Non, nous avons clairement besoin d'une action politique. Et je pense déjà que tu sais, Pascal, ce que tu fais en attirant l'attention sur ce sujet est important, parce que ces sanctions existent depuis longtemps. Mais c'est bien que nous prenions conscience de la manière dont elles peuvent être utilisées. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le cas des manifestants au Canada, c'est qu'il y a eu très peu de couverture médiatique du fait que le gouvernement avait gelé les comptes des manifestants ou de personnes ayant financé la manifestation, même simplement en donnant, disons, 20 $ canadiens. Tu vois, il n'y a eu aucune couverture médiatique de cela. Et pour l'instant, je ne sais pas, aucun média grand public n'en a parlé, parce que c'était plutôt important dans notre espace en ligne. Mais oui. Oui, en effet, il y a eu une certaine couverture médiatique des sanctions contre Jack Bull, mais je n'ai pas vraiment vu que cela a été présenté d'une manière très favorable pour lui. C'était surtout, tu sais, une façon de le dépeindre comme le Conseil l'a présenté. Mais je pense que peut-être, une fois que les gens commenceront à comprendre ce qui se passe réellement et ce qui est en jeu, ils se diront « Attendez une seconde, il y a plus dans cette histoire que ce qu'on nous a montré. » Oui, je pense que surtout dans les médias grand public, la gravité de ce qui se passe n'est pas rapportée. Ce qu'on rapporte, c'est plutôt « le Conseil de l'Ubermatter dit ceci, l'autre dit que ce n'est pas vrai. Qui devons-nous croire? Je ne sais pas. Qui peut savoir? Ce n'est pas la question. » Le problème, c'est qu'on commence à porter atteinte aux droits humains des gens sans qu'il y ait de crime. Il n'y a aucun crime en cause, et on retire des droits humains fondamentaux. Donc cela est complètement, totalement perdu en ce moment. Et malheureusement, cela bien sûr a à voir avec la manière dont les médias fonctionnent. Nous le comprenons maintenant. Des gens l'ont expliqué, y compris, comment s'appelle-t-il déjà, Herman J'ai un trou, qui a écrit ce formidable livre sur la façon dont les médias se maintiennent propres, sur la manière dont la propagande fonctionne. Herman, ça va me revenir. Désolé. Il est très célèbre, désolé. Il est très célèbre, Chomsky. Oh, Chomsky. D'accord, oui. Quel est le mot? Consentement, non? La fabrication du consentement. La fabrication du consentement. D'accord. Je veux dire, nous comprenons cela. C'est juste que, je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment nul que ça fonctionne comme ça, que la société fonctionne de cette manière. Donc, en général, pour les auditeurs, s'il y a d'autres avocats sanctionnés ou d'autres personnes à l'écoute qui ont des idées créatives, n'hésitez pas à nous contacter. Parce qu'à ce stade, ce dont nous avons besoin, c'est de réfléchir ensemble, vous, moi et les autres. J'ai contacté des collègues, j'ai eu quelques réactions. L'autre chose à garder à l'esprit, bien sûr, c'est que c'est pendant les vacances. Oui, oui. Mais je pense que oui, tu sais, c'est juste une autre sale histoire. Comme sanctionner des gens le 15 décembre, alors que tu sais que dans les semaines à venir, tout va sortir et que leur vie sera ce qu'elle sera. Je veux dire, Noël a dû être horrible. Enfin,
Ou peut-être que c'était touchant parce que beaucoup de gens sont venus vers eux, j'en ai aucune idée. Mais je me demande, tu sais, les collègues russes dont je parlais, je me demande s'ils sont vraiment affectés par les mesures, non? S'ils ont tous leurs avoirs en Russie, alors bon, ils ne peuvent pas voyager dans l'espace aérien européen, ce qui doit être agaçant, mais je pense que certaines personnes sont moins touchées que d'autres. Je ne dis pas que cela signifie que les sanctions sont moins graves, mais oui, on ne sait tout simplement pas comment elles affectent les gens. Et c'est pour cela que c'était surprenant d'entendre le témoignage de Nathalie Young, parce qu'on se dit, eh bien, elle est en Afrique. Et c'est tellement surprenant de voir comment les entreprises se conforment alors qu'elles n'y sont en réalité pas légalement obligées. Je le sais grâce à des amis, des avocats d'entreprise, qui travaillent dans les services juridiques de ces sociétés. Ils font cette vérification préalable, n'est-ce pas? Et ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est prendre le moindre risque. Si cela peut être évité, cela doit l'être. Par conséquent, ils préfèrent en faire trop plutôt que pas assez. C'est pareil avec les données, tu sais, la protection des données, etc. C'est pour ça qu'on voit maintenant les politiques de cookies sur chaque fichue page d'accueil. C'est une surcompensation face à un préjudice potentiel. Et c'est exactement ce qu'ils font aussi avec les sanctions. Mais c'est là un autre aspect intéressant de la pratique de l'UE, car au départ, était très critique à ce sujet. Elle ne voulait pas que ces entreprises se conforment aux sanctions américaines qui n'avaient pas de compétences extraterritoriales sur les acteurs ou les sociétés européennes. Et maintenant, on voit qu'elle est en quelque sorte disposée à accepter, ou plutôt à adopter, des mesures qui ont bel et bien un effet extraterritorial, même si, en ligne, l'UNOMED affirme que ces mesures n'en ont pas. Pourtant, elle adopte de plus en plus de mesures, notamment contre la Russie, qui ont un impact sur des États tiers. Je veux dire, le fait est qu'ils menacent leurs entreprises, ou les entreprises opérant au sein de l'UMEO-Member, et les compagnies aériennes ont souvent un lien avec l'UMEO-Member, en disant que si vous ne vous conformez pas, ils vous puniront très très sévèrement, n'est-ce pas? Il suffit donc d'une seule succursale quelque part dans l'UMEO-Member ou liée à l'UMEMBER. Et voilà, il vaut mieux appliquer que risquer de ne pas le faire. Ce serait intéressant si vous pouviez avoir une preuve écrite que l'UMEO ou un acteur européen a fait cela. Car techniquement, ils n'en ont pas le droit. Selon leurs propres règles, ils n'ont pas le droit de le faire. Si par exemple, il s'agit d'une compagnie aérienne africaine sans lien juridictionnel avec l'UMEO, je ne vois pas comment l'Uber pourrait alors dire en gros « Non, ce n'est pas notre faute, c'est la compagnie aérienne qui, vous savez, prend des précautions ou surconforme de son plein gré. » Mais si vous avez quelque chose où la compagnie aérienne dit « Non, on nous a dit très clairement par l'UE que si nous faisions cela, alors il y aurait cette conséquence », alors l'UE devient responsable de cela. Non, cela me surprendrait que cela existe, car l'Union européenne fonctionne par la menace et par le flou. Vous savez, ce flou est intentionnel. Il crée une sorte d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de vous que les services juridiques essaient ensuite d'éviter. Donc cela me surprendrait vraiment s'il y avait une quelconque franc-parleur. Et tu sais, Alexandra, y a-t-il quelque chose dont tu penses que nous n'avons pas parlé et qui devrait être abordé aujourd'hui? Non, je ne pense pas. Je crois que nous avons déjà bien montré que la situation est très sombre en ce moment, mais j'espère que nous avons assez d'élan pour renverser la tendance et améliorer les choses. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Dans ce cas, merci beaucoup pour votre évaluation et pour cette séance de réflexion publique en ligne. Je vous en suis vraiment reconnaissant.
Pour les personnes qui souhaitent lire davantage de vos travaux, où devraient-elles aller? Avez-vous un endroit où vous mettez en ligne vos articles et ainsi de suite? Je pense que tous les articles que j'ai publiés sont disponibles sur mon profil en ligne à l'Université d'Utrecht. Donc oui, c'est là qu'on peut les trouver. Je mettrai le lien vers vos publications à l'Université d'Utrecht dans la description de cette vidéo ci-dessous. Alexandra Ofer, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Pascal.